Salut, aujourd'hui on est à Lisieux avec Sacha, le fraiseur de l'équipe de France WorldSkills. Comment ça va Sacha? Ça va très bien et toi? Bah ça va super. Est-ce que ça te dit qu'on aille s'installer et qu'on aille parler un peu de tout ça? Bah carrément, c'est parti. Et bah c'est parti. Bon bah Sacha, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah je m'appelle Sacha, j'ai Sacha Grenet, j'ai 19 ans Mhm. et je suis candidat normand en équipe de France pour Lyon 2024 Ok. dans la compétition WorldSkills internationale voilà, dans le métier du fraisage. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter les WorldSkills? Bah, les WorldSkills c'est une compétition des métiers, un peu comme les Jeux Olympiques qu'on connaît en France cette année, mais pour les métiers. On ne fait pas de sport, on pratique nos métiers et on essaie vraiment de pousser nos niveaux à des niveaux vraiment internationaux. Ok, et toi c'est en fraisage du coup? C'est ça, moi je suis dans le métier du fraisage. Ok, et comment est-ce que tu as découvert les WorldSkills? Qui t'en a parlé? Et bah, j'ai fait les concours des meilleurs apprentis de France en bac. Ok. Et ça m'avait beaucoup plu, le fait d'être en concours, se challenger un peu face à moi-même, c'est très agréable. Et j'ai été lancé dans les WorldSkills par un collègue de ma classe dans mon ancien lycée. Et j'ai hésité, j'ai grandement hésité, et puis j'ai décidé par accepter parce que c'était un défi et que c'est toujours agréable d'accepter des défis. Et puis bah, ça a pris des proportions qui sont intéressantes en mon sens, donc je suis toujours dedans aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler du métier de fraiseur? En quoi ça consiste? Ouais, tout à fait. Alors le métier de fraiseur, il est très simple. C'est un métier dans le secteur de l'industrie et qui nous permet en fait de réaliser des pièces principalement en métal par enlèvement de matière. C'est-à-dire on va partir d'un bloc d'acier, d'aluminium, n'importe quel matériau en fait, et on va tailler dedans avec des machines à commande numérique très perfectionnées aujourd'hui. Et l'intérêt du métier justement, c'est de sortir des pièces avec une précision équivalente au micron. Ok. C'est-à-dire tu prends un millimètre, tu le découpes en 1000 morceaux, et c'est la précision qu'on doit avoir et qu'on arrive à avoir dans la compétition WorldSkills et dans notre métier aussi dans l'industrie classique. Et elles servent à quoi ces pièces? Alors c'est des pièces que tu as partout, qu'on a dans les caméras ici, qu'on a dans les lunettes, qu'on a dans nos voitures, voilà. C'est vraiment un domaine, plein de domaines très vastes justement. On en a partout. On a besoin de temps, ok. Sans s'en rendre compte en fait, dans l'aérospatial, dans le nucléaire, dans l'armement. Notre métier il est partout et c'est un métier en fait, si on n'est pas là, bah, il y a beaucoup moins de choses qui fonctionneraient normalement. Ok, super. Et pour devenir fraiseur, quelles sont les qualités vraiment, celles-ci il les faut? Alors la qualité, il y a plusieurs qualités. Déjà c'est la rigueur et la minutie. On est dans un métier qui justement, comme on l'a dit tout à l'heure, est très précis. Et on a beaucoup de cas différents dans notre métier, donc il faut aussi être polyvalent. La polyvalence c'est une grande force. Et voilà, il faut être bon en maths. C'est vrai que les maths c'est important dans notre métier, on s'en rend pas compte. La trigonométrie, ce genre de choses. On est vraiment amené, on fait du dessin industriel dans notre métier et on répond à des cahiers des charges et des fois ça passe par des mathématiques. Et justement, les mathématiques sont liées à la rigueur, tout est lié en fait, c'est un ensemble de choses. Il faut avoir vraiment une bonne conscience professionnelle pour s'épanouir dans ce métier-là. Ok. Tu parlais de polyvalence, est-ce qu'il y a un domaine que tu préfères Bah, j'aime bien le fraisage, en fait mon métier c'est le métier de fraiseur que je représente dans le skill. Mais dans l'industrie on appelle ça un technicien d'usinage. Donc il y a plusieurs métiers comme le tournage qui est aussi représenté dans les WorldSkills. Et tu as plusieurs pôles, l'électroérosion. En fait, ce sont des procédés pour travailler le métal, comme je fais en fraisage, mais qui sont légèrement différents, il y a des nuances. Moi, justement, mon préféré, c'est le fraisage. C'est pour ça que je me suis spécialisé dedans. Mais il y a d'autres parties de notre métier, comme la métrologie. Tout à l'heure, on parlait des cotations précises des pièces qu'on devait faire. Et tu as un métier qui s'appelle métrologue, qui permet vraiment de mesurer, justement, être sûr, de faire le bilan, en fait, le check final, avant que la pièce parte chez le client. Tu as plein de parties du métier. Tu as la partie dessinateur aussi, on en a parlé, la partie programmateur. C'est vraiment plein de stades pour fabriquer une pièce. Et dans certaines entreprises, on est très polyvalent, et dans d'autres où c'est vraiment assez saccadé, chacun a son métier et chacun est spécialisé. Et moi, je suis dans une entreprise, justement, la société Tecma à Flers, où justement on est amené à être très polyvalent. Je fais du dessin, de la programmation, du suivi, je fais de la gestion aussi sur certaines choses, et justement, je fabrique des pièces que je contrôle, et des fois même je fais l'expédition. Ok, wow. Ouais, 360. C'est ça, d'où la polyvalence. D'accord, oui, ok. On sait que l'année dernière, vous avez été à Lyon pour la compétition nationale, donc là avec l'équipe normande du coup. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur l'expérience? C'était une formidable aventure déjà. En équipe, c'est génial. Là, on a une équipe normande, on vient tous de la même région, on vient tous pour défendre les couleurs de nos régions finalement. Et ça c'est génial, on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, qui est assez intimidant au début, mais on se met vite dedans parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite on attaque les épreuves et derrière on attend les résultats. Ok, et comment ça s'est passé les épreuves? Qu'est-ce qui vous a été demandé? Dans quel état vous étiez, toi, les autres? Alors moi dans mon métier c'était un peu particulier, il y avait deux compétiteurs qui venaient de l'international, on était les seuls métiers où c'était comme ça. Il y avait le 9e mondial et le vice-champion d'Europe, qui est normand d'ailleurs, le vice-champion d'Europe, Valentin, qui est également
actuellement travailler dans le lycée où je suis actuellement, où je travaille également. D'accord, ok. Et du coup, c'était deux gars qui étaient vraiment très très chauds, je vais le dire, voilà. Et du coup, c'était un peu compliqué, on partait vraiment avec un petit handicap. Et moi, à ma place, j'ai fait 4ème, je suis le seul en équipe de France à être en dehors du podium actuellement. Mais je me suis battu justement quand même pour les couleurs de la Normandie. Et alors l'état d'esprit est simple, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'on nous donne un plan, une feuille papier avec justement une pièce dessus. Et le but, c'est de la sortir dans le temps imparti. Notre pire ennemi, c'est le chronomètre. Et notre meilleur ami, c'est nos connaissances. Ok, je vois. On t'a demandé quoi pendant cette épreuve en fait? Alors nous, on nous a demandé, tu as des métiers comme la charpente par exemple, qui ont une épreuve sur 3 jours. D'accord. Nous, c'était un peu différent, on avait 4 épreuves au final. On avait 3 premières épreuves, on va dire, de présélection nationale, où en gros, les 8 premiers allaient à la 4ème épreuve. Voilà, les 8 autres c'était fini pour eux. Et du coup, j'ai passé les 3 premières. Alors, on a eu une Formule 1, parce que notre sponsor pour les nationales, c'est As, qui font de la Formule 1, et des machines-outils dans notre métier. Et on a eu une cathédrale à faire, alors je pense que ça avait un lien avec la ville de Lyon. Une 3ème pièce, c'était une pièce de pont en fait, et quand tous les compétiteurs l'assemblaient, ça faisait un grand pont. Ah, chacun avait une pièce différente? Non, on avait tous la même pièce, mais qui était faite pour s'assembler. Les pièces en fait étaient faites pour s'assembler, ça faisait un grand pont, donc c'était sympa. Et la 4ème épreuve a représenté, on va dire, pas grand chose, il y avait juste des difficultés qu'on trouve plus à l'international. Donc du coup, ça permettait justement de vraiment voir le niveau et de faire la différence s'il y avait à faire des différences. Parce que le niveau est, il y a d'autres exigences au niveau international? On va plus loin en fait, on va encore plus loin, on demande des choses encore plus poussées. Et c'est juste plus dur en fait. C'est globalement la même philosophie de choses, c'est fait pour que tu grattes la tête dans les épreuves et que tu galères un peu. Mais c'est un stade encore un peu plus élevé justement pour vraiment se séparer, parce que c'est compliqué en fait au niveau international de séparer les gens. On arrive vraiment tous à des niveaux assez proches au final. Ça joue sur des détails. Ça joue sur des détails, les 15 premières places se jouent sur des détails, c'est minime. Et justement c'est pour ça qu'ils font des choses bien de plus en plus dures d'ailleurs, d'année après année c'est de plus en plus dur pour justement rendre le challenge plus fun et la notation plus facile on va dire pour le classement final. On en a parlé, tu vois la compétition internationale, mais alors comment est-ce qu'on se prépare du coup comment tu te prépares toi Le rythme est un peu différent des nationales. Moi j'ai un patron qui est extrêmement gentil avec moi, qui me libère des semaines justement pour que je puisse m'entraîner. Donc ça c'est adorable. Et en parallèle je m'entraîne avec mon expert qui vit dans le sud de la France, s'appelle Xavier, qui est la personne qui va être avec moi à Lyon. Justement pour m'accompagner, pour me driver, justement pour faire des débriefs après chaque épreuve, pour savoir, c'est vraiment la personne totem sur place à Lyon. Et je m'entraîne avec lui, il me donne une guide, ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et moi derrière je m'entraîne, alors là actuellement je m'entraîne au lycée Paul Cornu où je suis en études aussi en parallèle. Et justement c'est des entraînements à base de dessin, principalement de programmation, parce que c'est les points où nous dans notre métier c'est les Asiates qui sont très très forts, qui sont redoutables. Et le point justement on est le plus en retard par rapport à eux, c'est le dessin et la programmation. Donc, on travaille beaucoup sur ce point là, sans oublier les autres points comme la fabrication de pièces au final et le contrôle qui est très important. Mais du coup tu me parles du dessin et de la programmation, c'est pas tes défauts mais c'est des points que tu dois plus travailler? C'est ça, alors des défauts non je pense pas, mais c'est les points où à l'international, les Européens en général, on est vraiment derrière les Asiates. Il faut savoir qu'un Asiate s'entraîne pendant 7 ans. Moi ça fait même pas 7 ans que je suis dans le métier. D'accord, Faut rattraper ce retard entre guillemets. C'est ça, le rattraper je pense que c'est vraiment compliqué, on n'a toujours pas trouvé les techniques mais on peut vraiment le combler. Et derrière, peut-être marquer plus de points à l'usinage, être plus rapide que sur certains points, on essaye vraiment de titiller, les titiller. C'est vraiment notre objectif. Ok, super. On a beaucoup parlé de technique, mais mentalement là-dedans, à un moment quand tu es dans l'épreuve, comment tu fais pour rester concentré? Comment on se prépare? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour avoir un mental en acier? Oui, tout à fait. On a plein de choses qui sont mises en place avec l'équipe de France. On a des PPM, des préparations physiques et mentales. Justement, on est avec des gens qui sont vraiment, c'est leur métier. On a beaucoup de personnes de l'équipe de France de handball, d'anciennes personnes qui ont été plus ou moins, qui ont été assez proches de cette équipe-là, donc qui ont un retour, on va dire, d'expérience sur une équipe de sport collectif comme le hand. Et on a tout leur savoir, vraiment ils nous transmettent tout. Et c'est vrai que c'est hyper utile. Mentalement, en fait, des fois on pense qu'on est bien, mais en fait on a toujours à apprendre. Et le jour de la compète, c'est vraiment, t'arrives vraiment à être concentré le jour de la compète, mais tu sais pas, il suffit qu'il y en ait un côté qui fasse un gros bruit, tu sors de ta compétition et de ta concentration, et c'est difficile de s'en remettre. Et justement, on apprend plein de petites techniques pour se remettre en concentration, pour vraiment rester dans notre épreuve. Et justement aussi en cas de problème, parce même si on s'entraîne, jour J, il peut y avoir plein de problèmes, peu importe le métier d'ailleurs. Et justement, savoir rebondir en fait, sans perdre les pédales, sans paniquer.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et on a vraiment toutes les cartes pour ça, en fait, pour s'entraîner à faire ça. Tu parlais de Xavier, ton coach. Comment ça se passe un petit peu quand vous voyez au long de l'année ou pas déjà? Bah alors j'ai pas forcément de chance parce qu'il vit du côté de Toulouse et moi je vis en Normandie, donc on est assez loin géographiquement. Après on s'appelle très fréquemment. Justement voilà, comme je disais tout à l'heure, on débrief de ce que je fais, de ce que je fais mal, de ce que je fais bien, de ce que je dois améliorer, notamment sur les temps, sur le dessin, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. D'accord. Et voilà, il a un rôle vraiment important. Parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et le but c'est d'aller plus loin. Et voilà, alors j'ai pas que mon expert, hein, j'ai encore mon juré normand qui est derrière moi et toute une équipe de professeurs de mon lycée, même des élèves. Derrière on n'est pas tout seul, même en dehors des personnes de l'équipe de France, on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai que les personnes de l'équipe de France, ils ont vraiment une expérience dans ça. Et tu sens leur expérience, elle est très importante pour nous. Sans eux, voilà, tu fais pas tu vois la différence. Tout à l'heure, tu nous disais que ça faisait quelque chose de représenter sa région, mais là, alors son pays, c'est encore mieux, non? C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose d'assez unique. C'est vrai que quand tu penses, ce sera pas tous les jours de ta vie que tu seras en équipe de France. Et c'est même déjà cool d'être arrivé là. Et ouais, c'est une fierté parce qu'en plus, on a les JO chez nous, on a pas mal d'événements cette année en France. Et c'est l'événement en plus qui est vraiment important pour nous, surtout quand tu es dedans. Et ouais, c'est une vraie énorme fierté. Déjà, supporter la région, c'est génial. Vraiment, t'as l'impression vraiment d'avoir des ailes et d'avoir vraiment une équipe derrière toi, même des gens que tu connais pas, qui t'envoient des messages de soutien. Mais alors là, quand c'est le niveau encore national, c'est génial. Et même aller se frotter aux personnes de l'international, c'est hyper agréable parce que tu rencontres des gens passionnés du même métier que toi, qui viennent d'autres pays, donc d'autres cultures, et c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, pour les internationaux, est-ce que tu as des objectifs, un classement, ou alors même pas, je sais pas. On vise l'or forcément. Voilà. On y va pour ça, on y va pour essayer de te gagner. Après, si on est réaliste, on sait que c'est compliqué parce qu'on est quand même beaucoup de pays à s'entraîner, on est quand même beaucoup de pays à avoir du recul, donc c'est serré, on n'est jamais à l'abri, mais on y va quand même pour la meilleure place possible. Moi, mon objectif personnel, ça serait de repartir en disant j'ai pas pu faire mieux, peu importe le classement. De me dire j'aurais pas pu faire mieux, je donne ce que j'ai, et que mes coachs soient d'accord avec ça, et que vraiment on reparte en se disant bon bah il y avait plus fort que nous. Le meilleur de nous-mêmes. Il y aura sûrement plus fort que nous, mais c'est pas une honte d'avoir plus fort que nous. Mais si toi derrière t'es fier de ce que t'as fait toi, c'est plus important. Et même pour les compétitions nationales en fait, t'es face aux autres, mais si tu gagnes en ayant l'impression de t'être loupé quelque part, bah tu perds un peu la saveur, ou si tu t'es loupé et que tu gagnes pas, bah tu t'en veux à toi-même et pas aux autres. Et là, c'est pareil aussi pour les internationaux. Le métier de fraiseur, il évolue beaucoup. On parle d'impression 3D. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, le métier de fraiseur, c'est un métier qui évolue énormément, comme tu dis. Il y a 50 ans, on travaillait sur des machines vraiment manuelles avec des manivelles. On faisait les mêmes types de pièces, au final, c'est le même métier. Mais c'était vraiment très manuel, assez sale, dans l'huile, ça faisait beaucoup de bruit. Le métal, quand tu le coupes, c'est très chaud, donc ça peut brûler un peu. Il y avait des choses qui à l'époque, quand tu regardes aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas génial comme métier. Aujourd'hui, on travaille sur des machines hyper performantes, avec des ordinateurs qui sont très très poussés, avec des logiciels qui sont très poussés. Et on fait des pièces où on a les mains propres à la fin des pièces. Et on fait en plus, avec ça, avec l'évolution des procédés, on fait des pièces de plus en plus complexes. Tout à l'heure, tu me parles d'impression 3D. Alors ça, c'est un métier aussi dans WorldSkills, la fabrication additive. Et alors nous, c'est pas vraiment dans notre métier, on va dire, c'est différent et on sait ce qu'ils font. Mais dans notre métier, par exemple, tu vois, il y a des machines qui se créent pour rajouter de la matière au lieu d'en enlever. Je disais que tout à l'heure, on prenait des blocs de métal et on taillait dedans. Et ben maintenant, il y en a des machines qui font l'inverse. Mais c'est de l'impression métal. C'est un peu comme de la soudure au final. Mais ça fait de l'impression métal. Donc on évolue vraiment tous les jours. Et alors, c'est un métier aussi qui est très tendu. On a du mal à recruter des jeunes et même des moins jeunes d'ailleurs. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Enfin, moi, je suis passionné de ce métier, donc je le trouve très attirant. Mais les gens, ils ont du mal à s'intéresser à nos métiers. Et les jeunes principalement. Alors moi, je fais beaucoup de salons, de portes ouvertes. Et je vois les parents. Et je me rends compte que c'est pas les jeunes qui ont la mauvaise image du métier, c'est les parents qui ont gardé la mauvaise image du métier de l'industrie. C'est ça. Sauf que ça a énormément évolué. Et aujourd'hui, tu peux faire des carrières de fous furieux. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on parle avec toi. Tu peux faire vraiment des carrières maintenant, c'est des trucs hyper impressionnants. Tu peux monter très très haut. Tu peux commencer en bas de l'échelle. Voilà. Moi, je suis apprenti. Peut-être que dans 20 ans, je serai cadre ou je serai patron d'entreprise, on ne sait pas. Mais c'est vraiment des ouvertures qui sont possibles. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Même au niveau de la paye, l'industrie, ça paye bien. Vraiment, ça paye bien. Et au niveau de ta carrière pro à toi, on enlève les WorldSkills, on est 2 ans après les WorldSkills.
Tu te vois où? T'aimerais bien t'orienter vers quoi? Alors pour l'instant, je sais pas. Ouais. Justement, parce qu'il y a les WorldSkills qui sont là et ça prend quand même une grosse place de ta vie, donc c'est normal. compliqué. Mais après, non, comme je dis, il y a plein de possibilités de carrière différentes. Soit je peux, par exemple, passer cadre, ou soit je peux encore m'axer dans une branche de mon métier. Comme on parlait tout à l'heure, la métrologie, le tournage, le fraisage, je peux encore me réorienter. Voilà, je peux me spécialiser dans quelque chose. Niveau études, je peux faire des licences, je peux faire des prépas, je peux aller en école d'ingé. Enfin, j'ai encore de la marge au niveau scolaire, on va dire, j'ai du choix. Après, niveau professionnel, moi je suis dans une boîte qui tourne super bien, où on fait des pièces très polyvalentes, et on est polyvalent nous-mêmes. Donc je suis avec des collègues qui sont polyvalents, et chacun a ses petites techniques, ses petites méthodes, donc moi j'apprends de tout le monde tous les jours en fait. Et du coup c'est ça qui est bien, donc moi une suite assez logique, je me vois pas changer de secteur d'un coup, voilà. Mais ouais, non, je vais suivre mon bonhomme de chemin dans mes études, je pense, pour l'instant. Et l'apprentissage, pour l'instant, ça me va bien parce que j'apprends et en plus, ça me permet d'être autonome, faire ma vie en fait. Donc, ouais, non, dans 2 ans, je pense être à peu près encore dans la même situation, juste dans des études un peu plus supérieures. Ok, ouais, donc tu continuerais les études? Pour l'instant, ouais, c'est prévu. Ok. Mais alors du coup, quand on participe aux WorldSkills, on a plein de trucs à penser, avec le boulot, les études, la compétition. Tu te détends comment? T'as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais à côté Bah ouais, alors, moi déjà les études, j'ai fait le choix qui a été un peu controversé par pas mal de personnes de les mettre en pause. Je suis en BTS en 2e année et je me suis dit, quitte à faire un BTS, autant y être et avoir l'esprit à ça. Donc cette année en fait je passe pas mon BTS, je refais une 3e année de BTS. Donc déjà ça m'a libéré du temps aussi pour m'entraîner ça. Et derrière j'essaie de faire du sport avec mes amis parce que dans le sport quand même tu arrives à te défouler un peu. Voilà. Moi de base je fais du VTT, mais justement avec les compétitions, avec mon expert on a eu un accord, comme c'est un sport assez dangereux où il est facile de se casser quelque chose. J'ai un peu arrêté à contre-cœur, mais c'est pour la bonne cause parce que moi-même si je me casse un tibia 2 mois avant la compète, je pense que là mentalement là c'est dur. Là on nous entraîne pour plein de choses, mais là j'avoue que là, ça dépasse encore d'autres choses. Donc non, on arrive quand même à s'amuser, on partage plein de choses avec plein de gens et on vit des choses extraordinaires. Là il y a 1 mois j'étais en Finlande pour m'entraîner, donc c'est encore pour les WorldSkills et c'est encore pour les entraînements, mais derrière j'ai découvert un pays, j'ai découvert une culture, j'ai découvert des gens et en fait pendant tes entraînements, en fait tu arrives à vivre sans forcément t'en rendre compte. Moi j'ai eu une année assez exceptionnelle quand même, parce que je suis partout, je suis intégré à plein de choses. Là on a appris très récemment qu'on est invité à la cérémonie des Jeux Olympiques, donc c'est encore une chance de fou. Et du coup c'est chouette, je vis vraiment moi une année et les autres membres de l'équipe de France c'est pareil. Donc en fait on profite. D'extérieur ça paraît peut-être pas, mais en fait on profite énormément. Oui, vous arrivez à trouver des moments quand même où vous déconnectez et juste vous profitez quand vous partez en Finlande. C'est ça, on bosse, mais derrière il y a des temps aussi, on a eu le temps de visiter la ville où on était juste discuter avec les Finlandais, ils sont géniaux ces gens. Si tu avais 1 ou 2 mots à dire à un jeune normand qui fait du fraisage, mais pas que, pourquoi est-ce qu'il devrait aller participer aux WorldSkills? Déjà parce que c'est une énorme aventure, voilà, t'as rien à perdre en fait. Moi ce que je dis à beaucoup de gens déjà, c'est que t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Tu t'inscris, tu payes rien, tu vas au régional, tu gagnes, si t'as envie de continuer, ça t'a plu, tu continues, et après si tu perds, c'est que t'avais pas le niveau, tu peux te rentraîner pour te réinscrire plus tard. C'est vraiment quelque chose où t'as vraiment rien à perdre. Et c'est hyper enrichissant. Moi la phrase qu'on m'a dite au début, c'était tu vas voir, tu vas gagner 10 ans d'expérience en 1 an. Alors je sais pas si elle est c'est vraiment 10 ans, mais franchement l'évolution est juste énorme. Après quand tu es passionné de ton métier, qui pour moi est aussi une chose importante pour faire les WorldSkills, comme n'importe quelle compétition d'ailleurs, c'est facile. Quand tu vas à l'international, tu as des contraintes, ça devient dur quand même avec le temps. On va pas vendre du rêve non plus, c'est des compétitions où il faut être sérieux, il faut être rigoureux. Mais si tu es passionné, franchement ça le fait. Tu suis juste en fait ta passion, et ta passion en fait elle te mène loin. Peu importe le métier. Et c'est vraiment, moi je conseille vraiment à tout le monde d'essayer. Déjà pour se confronter aux autres, c'est bien aussi de savoir où c'est qu'on en est dans notre métier par rapport aux autres. Et même au régional, vous allez rencontrer des experts, des jurés. Eux ils ont un recul sur la compétition, ils ont un recul sur le métier forcément. Et derrière ils vont pouvoir vous dire ça ce point là tu maîtrises moins, ça c'est pas mauvais ça. Et du coup toi derrière, même pour toi personnellement, derrière tu sais où t'améliorer, t'as des axes. Tu n'as rien à perdre. Si tu continues pas en fait, t'as pris un feedback de quelqu'un. Et ce feedback là est important. Et même se mettre en compétition, avoir un chronomètre. Si tu le fais une fois dans ta vie, franchement c'est vraiment sympa. C'est sympa. Alors si toi aussi, comme Sacha, tu veux vivre une expérience incroyable et participer aux WorldSkills, rendez-vous sur parcoursmétier.fr.